Bien, après avoir vu quel était un bon taux de change avec la théorie des pouvoirs d'achat, nous allons nous intéresser à la détermination du taux de change. Autrement dit, on veut se demander, mais pourquoi est-ce que par exemple en 2008, avec 1 euro, je pouvais me payer 1,6 $, et pourquoi à l'heure actuelle, en juin 2020, avec 1 euro, je ne peux plus me payer que 1,1 $. Autrement dit, pourquoi le taux de change, il fluctue? Qu'est-ce qui peut expliquer ces fluctuations du taux de change? Alors là, j'ai pris deux exemples entre 2008 et 2020, mais naturellement, au quotidien, quasiment heure par heure, ce prix, il évolue. Donc, la question qui va nous intéresser dans ce tuto, c'est quels sont les déterminants du taux de change? Et on va voir les principaux déterminants, il y en a 3. Le premier, peut-être est-ce le plus important, il s'agit du solde de la balance des transactions courantes. La deuxième variable qui interfère avec le taux de change, il s'agit du taux d'inflation. Et la troisième variable, il s'agit des taux d'intérêt. On va voir dans quel sens ça évolue et comment chacune de ces variables interfère avec le taux de change. Pas de prérequis particulier pour celle-là, sauf une quand même, c'est d'avoir compris ce que c'est que le marché, comprendre le modèle de l'offre et la demande. C'est assez simple, c'est normal, puisque le taux de change, c'est un prix. Le marché et la confrontation de l'offre et la demande va entraîner la formation d'un prix. Donc à chaque fois qu'on parle d'un prix, c'est bien d'avoir au minimum ce marché en tête, ce modèle, le modèle de l'offre et la demande. Et je vous renvoie à un de mes tutos sur ce point-là. Normalement, rien de compliqué. Dans une petite quinzaine de minutes, eh bien, vous saurez quels sont les déterminants du taux de change. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bien, pour illustrer l'impact de la balance commerciale, ou plus exactement de la balance des transactions courantes sur le taux de change, on va prendre un exemple très simplifié. On part des États-Unis, on va imaginer un industriel américain qui vend une machine-outil pour une valeur de 1 000 $, il l'exporte dans la zone euro. Et donc voilà, ça c'est modèle simple, et on imagine que la zone euro n'exporte rien vers les États-Unis, c'est vraiment pour simplifier au maximum. Donc la balance des transactions courantes du point de vue américain, je ne vais pas la définir ici très précisément, mais enfin voilà, c'est le solde entre les exportations et les importations. Eh bien, mes exportations sont égales à 1000, moins 0 d'importation, ce qui fait un excédent commercial pour ma balance des transactions courantes américaines de 1000. Évidemment, dans la zone euro, que j'ai symbolisée par le drapeau de l'Union européenne, je sais bien qu'il n'y a pas de drapeau pour la zone euro, mais enfin voilà, c'est pour le côté visuel. Là, on a une balance des transactions courantes qui va être déficitaire, puisque mes exportations sont nulles. La zone euro, dans mon exemple ultra simplifié, n'exporte rien du tout vers les États-Unis et elle importe quelque chose qui vaut 1000. Donc alors évidemment 1000 $, 1000 euros, là on va faire simple, là on a pris un taux de change qui était égal 1 pour 1, 1 dollar égale 1 euro. Donc là ici j'ai un déficit de 1000 euros dans la zone euro. Alors qu'est-ce qui se passe? Quel rapport avec le taux de change? Première possibilité, l'importateur, celui qui a acheté le produit américain, il va payer en euros. Après tout, pourquoi pas, c'est sa monnaie nationale, celle qui a cours légal. Imaginons qu'il paye son importation avec la banque. Ouais, mais enfin, s'il passe l'ordre à la banque, il va falloir qu'elle fasse des dollars, enfin, il va falloir qu'elle se procure des dollars. Et donc, la banque, elle va vendre ses euros sur le marché des changes et elle va acheter des dollars sur le marché des changes pour ensuite les virer à l'industriel américain qui veut être payé de son exportation. Deuxième possibilité, l'importateur, il paye en dollars. Alors, ça signifie qu'il a obtenu déjà des dollars. Mais comment est-ce qu'il a fait pour obtenir des dollars? Tout simplement, c'est qu'il a fait comme la banque, il a donc dû vendre des euros pour acheter des dollars. Et par conséquent, ces dollars, ensuite, il va les virer directement sur le territoire américain. Alors ce petit scénario, ce petit modèle, il permet de mettre en relation un fait qui est assez important. Le pays qui a un excédent commercial, c'est le cas ici des États-Unis. Le pays qui a un excédent commercial, quelle que soit la monnaie de facturation, il va voir sur le marché d'échange un achat
de dollars, c'est-à-dire de sa propre monnaie dans mon exemple. Donc c'est-à-dire une demande de sa propre monnaie. Le pays qui, lui, a un déficit commercial, c'est le cas de la zone euro dans mon modèle, quelle que soit la monnaie de facturation, fait qu'on va vendre sa propre monnaie. Il va y avoir une vente d'euros. Par conséquent, ce qui va se passer sur le marché d'échange, ici, j'ai ma demande d'euros, ici j'ai mon offre d'euros qui est croissante, voilà pourquoi il fallait avoir en tête le modèle de l'offre et la demande. On a ici le prix d'équilibre E1, les quantités d'équilibre qui sont échangées. Si le déficit commercial de la zone euro augmente vis-à-vis des USA, c'est exactement le cas qu'on vient de voir, on a dit qu'il y allait avoir une offre de la monnaie de l'importateur. On a dit que quelle que soit la monnaie de facturation, l'importateur allait offrir des euros, allait en vendre pour acheter du dollar. Donc l'offre d'euros va augmenter et par conséquent, on voit que ça va entraîner une diminution du taux de change et une augmentation des quantités échangées sur le marché d'échange. Donc première variable, un solde commercial positif va avoir tendance à apprécier la monnaie nationale, le taux de change va augmenter en cotation au certain, et un pays ou une zone qui a un déficit commercial, c'est le cas ici, eh bien, va avoir tendance à voir sa monnaie se déprécier. Donc, première variable qui va influencer le taux de change, c'est le solde de la balance des transactions courantes. Il y a d'autres variables. Là, nous allons nous intéresser à la seconde variable qu'on a évoquée dans la vidéo précédente avec la parité des pouvoirs d'achat. Il s'agit de l'inflation. Là, le raisonnement, il est assez simple. On avait vu que pour définir un taux de change PPA, la méthode était simple. Il suffisait de mettre au numérateur l'indice des prix étrangers et au dénominateur l'indice des prix nationaux. Un indice, c'est une moyenne, la moyenne des prix. Et quand on avait pris un seul prix, souvenez-vous, on avait pris le Big Mac, le prix d'un Big Mac étranger ramené au prix d'un Big Mac national, ce qui nous permettait d'avoir le taux de change PPA. Donc là, on comprend bien avec cette petite définition que si le dénominateur, c'est-à-dire si les prix nationaux augmentent plus vite, c'est-à-dire s'il y a de l'inflation, eh bien, le taux de change il doit diminuer. Quand le dénominateur d'un rapport augmente plus vite que le numérateur, le ratio global il doit diminuer. La suite en image. Alors l'impact de l'inflation sur le taux de change, comme je viens de le dire, donc l'inflation ça ampute le pouvoir d'achat. Et donc sur le marché d'échange, toujours pareil, j'ai ma demande d'euros qui est décroissante, je suis en cotation au certain, mon offre d'euros est croissante, et donc s'il y a de l'inflation, ça veut dire que chaque unité monétaire, elle perd de son pouvoir d'achat, toutes choses égales par ailleurs, et donc sur le marché d'échange, j'ai mon taux de change qui est ici, mon taux de change d'équilibre, les quantités d'équilibre. Et si l'inflation de la zone euro augmente, c'est-à-dire si le dénominateur, si les prix nationaux augmentent plus vite que le dénominateur de l'autre pays avec lequel je fais du commerce, eh bien il va y avoir une offre d'euros. Pourquoi ? Parce que des tas de gens vont vouloir se débarrasser de cette monnaie qui perd de son pouvoir d'achat. Alors ce n'est pas le cas des particuliers, mais des entreprises multinationales, des grands groupes qui ont des grandes trésoreries vont se débarrasser de cette monnaie qui est en train de fondre en quelque sorte, toutes choses égales par ailleurs, et en offrant des euros, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'on voit que sur le marché d'échange, il va y avoir une diminution du taux de change, c'est-à-dire en cotation au certain, une dépréciation de la monnaie nationale. Bien, donc l'inflation, on résume, un pays qui a moins d'inflation que ses partenaires, un différentiel d'inflation favorable, va avoir tendance à voir son taux de change plutôt s'apprécier. Et un pays qui a tendance à avoir plus d'inflation que ses partenaires va voir son taux de change se déprécier. Alors tout à l'heure, on a parlé de la balance des transactions courantes et là de l'inflation. Il se trouve que ces deux variables, elles sont liées. En général, un pays qui a beaucoup d'inflation, c'est un pays qui va être assez peu compétitif. Et s'il est peu compétitif, il risque d'avoir un déficit commercial. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ces deux effets, inflation forte et déficit commercial, se conjuguent
pour déprécier la monnaie. Et à l'inverse, un pays qui aura des excédents commerciaux aura souvent peu d'inflation et aura donc une monnaie qui a tendance à s'apprécier. L'exemple typique, ça va être l'Allemagne. Les Allemands ont été traumatisés par l'hyperinflation entre 1921 et 1923. Après la Seconde Guerre mondiale, l'inflation était pour eux le pire des fléaux. Ils ont lutté contre l'inflation, ils avaient moins d'inflation que les autres. Conséquence, à partir de 1955, ils ont eu des excédents commerciaux et la conséquence, c'est le raisonnement qu'on a vu précédemment, le Deutsche Mark, leur taux de change, n'a cessé de s'apprécier par rapport aux autres monnaies, notamment la France ou l'Italie qui avaient des traditions plus inflationnistes. Il y a une troisième variable qu'il faut maintenant envisager pour envisager les variations du taux de change, il s'agit des taux d'intérêt. Bien, alors, dernière variable à voir, l'impact d'une variation des taux d'intérêt sur le taux de change. Alors, on s'intéresse au marché des changes. La demande d'euros est toujours décroissante, l'offre d'euros est croissante cette fois-ci. J'ai mon prix d'équilibre E1, mon taux de change ici, quand l'offre est égale à la demande et les quantités sont ici. Alors, les taux d'intérêt, c'est un compliqué, on pourrait faire un tuto à part là-dessus. Les taux d'intérêt, on va faire très simple ici, ce sont les taux d'intérêt auxquels l'argent est rémunéré et le taux d'intérêt auquel on s'endette. Et donc l'idée c'est que si les taux d'intérêt augmentent dans la zone euro, ça signifie que l'argent il sera bien rémunéré. Les capitaux flottants, les fonds de pension, les fonds souverains vont se dire « Oh là là, si les taux d'intérêt augmentent dans la zone euro, ça vaut le coup d'aller placer son argent. » Mais les dollars américains, quand ils vont arriver dans la zone euro, il va falloir qu'ils se transforment en euros en l'occurrence. Donc ça signifie qu'ils vont vendre du dollar et qu'ils vont acheter des euros. Autrement dit, la demande d'euros, vous voyez ici sur la courbe, elle se déplace et la demande d'euros va augmenter. Et la conséquence de l'augmentation de la demande d'euros, c'est d'augmenter le taux de change ici. Et donc la monnaie va avoir tendance à s'apprécier. Et inversement, quand le taux d'intérêt diminue, la monnaie va être vendue et là, le taux de change aura tendance à se déprécier. Donc, les trois variables que nous venons de voir, ici dans l'ordre, d'une part le solde commercial, d'autre part le taux d'inflation, et enfin les taux d'intérêt, ces trois variables, elles expliquent 90%, voire 95% des variations du taux de change. J'attire votre attention sur un point assez subtil. Les raisonnements que nous avons faits, nous les avons faits toutes choses égales par ailleurs. On a regardé le solde commercial et quel impact ça avait sur le taux de change. Et on a imaginé implicitement que les autres variables, elles étaient restées constantes. Sauf que dans la vraie vie, il n'y a pas de constante, il n'y a que des variables. C'est la raison pour laquelle, en vérité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous pouvez très bien voir un pays qui augmente ses taux d'intérêt, et d'après nos raisonnements, le taux de change devrait s'apprécier, mais dans la vraie vie, vous allez voir le taux de change qui se déprécie. Pour quelle raison? Parce que les agents économiques ont anticipé qu'il y aurait de l'inflation, et si l'inflation est plus grande que les taux d'intérêt, eh bien au total, c'est ce deuxième effet qui va l'emporter, et on verra un taux de change se déprécier. Ce qui fait qu'en réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Mais avec ça, on peut dire qu'on a quand même, c'est l'ensemble de ces variables. Et si je les hiérarchise, je pourrais dire qu'à court terme, le rôle des taux d'intérêt anticipés est évidemment une variable importante. À moyen terme, le solde commercial détermine le taux de change. Et à plus long terme, on l'avait déjà vu avec la parité des pouvoirs d'achat, la grande force de rappel, ça va être l'inflation et la stabilité des prix. Et donc avec ces trois variables, on a en tendance les évolutions des taux de change. Reste à voir naturellement, parce que maintenant qu'on a vu pourquoi le taux de change fluctuait, quelles sont les conséquences des variations de taux de change, et bien ça sera pour un prochain tuto. J'espère que ce tuto vous a intéressé, que vous avez appris 2-3 petites choses, et à bientôt, justement pour un prochain tuto.